Bonjour tout le monde. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une suite bien connue, nommée suite de Fibonacci. L'exercice que je vous propose vient du tournoi de mathématiques de Berkeley de 2018, soit f1 est égal à 0, f2 est égal à 1, et fn est égal à fn-1 plus fn-2. Calculez la somme pour n allant de 1 à l'infini de la somme pour i allant de 1 à n de fi divisé par 3 puissance n. Déjà, quand on la formule, on se dit on va pas s'ennuyer. Et effectivement, je le confirme, on va pas s'ennuyer. Cette suite de Fibonacci donc, je détermine les premiers termes, on a que f1 est égal à 0, f2 est égal à 1, f3 1 plus 0, 1, f2 1 plus 1, 2, etc., etc. f5 vaut 3, f6 vaut 5, f7 vaut 8, et la somme pour i allant de 1 à 1 de fi, c'est f1, c'est-à-dire 0. Ensuite, la somme pour i allant de 1 à 2 de fi, ça nous fait 1 plus 0, 1. La somme pour i allant de 1 à 3 vaut 1 plus 1 plus 0, 2. La somme de 1 à 4 vaut 2 plus 2, 4. La somme de 1 à 5, 4 plus 3, 7, etc. Et on voit que on peut faire un lien entre la colonne de gauche et la colonne de droite. En particulier, on voit que la somme de 1 à 1 vaut 0, c'est-à-dire f3 moins 1. La somme de 1 à 2 vaut 1, c'est-à-dire f4 moins 1. La somme de 1 à 3 vaut 2, c'est-à-dire f5 moins 1, etc., etc. Et moi, ce que je vais faire, je vais proposer la propriété suivante, Pn, qui est la somme de k allant de 1 à n de fk est égale à fn plus 2 moins 1. Ça, on va le démontrer par récurrence. Et l'initialisation, c'est vite fait. On a montré que P1 était vrai. Il nous reste donc à faire l'hérédité. Et on va se poser la question. Si on suppose qu'il existe n0 pour lequel P de n0 est vrai, qu'est-ce qu'on peut dire de P de n0 plus 1? Est-ce que cette propriété est vraie ou fausse? Donc, on va travailler au rang n0 plus 1. La somme pour k allant de 1 à n0 plus 1 de fk, eh bien ça vaut la somme pour k allant de 1 à n0 de fk plus f de n0 plus 1. Et par hypothèse, la somme pour k allant de 1 à n0 de fk, c'est f de n0 plus 2 moins 1. Donc ce que je viens d'obtenir, je peux l'écrire f de n0 plus 1 plus f de n0 plus 2 moins 1. Et d'après la définition de la suite de Fibonacci, c'est égal à f de n0 plus 3 moins 1. Autrement dit, f de n0 plus 1 plus 2 moins 1. L'hérédité, du coup, est vérifiée, et par récurrence, on peut affirmer que, pour tout n, p de n est vrai. Bon, là, on a franchi un grand pas. En fait, ce qui nous est demandé, c'est de calculer la somme pour n allant de 1 à l'infini de f de n plus 2 moins 1 divisé par 3 puissance n. Autrement dit, la somme pour n allant de 1 à l'infini de f de n plus 2 sur 3 puissance n moins la somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 tiers à la puissance n. Or, eh bien, la somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 tiers puissance n, c'est la somme pour n allant de 0 à l'infini de 1 tiers puissance n moins 1, qui est égal à 1 tiers puissance 0. Et cette somme pour n allant de 0 à l'infini de 1 tiers puissance n, c'est bien connu, ça vaut 1 sur 1 moins 1 tiers. On obtient finalement que la somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 tiers puissance n est égale à 1,5. Ça nous permet d'avoir une écriture encore plus simple. La somme pour n allant de 1 à l'infini de fn plus 2 moins 1 sur 3 puissance n est égale à la somme pour n allant de 1 à l'infini de fn plus 2 sur 3 puissance n moins 1,5. Faut bien se rappeler que la suite de Fibonacci est définie par récurrence. Donc, la somme pour n allant de 1 à l'infini de fn plus 2 sur 3 puissance n, je l'appelle S. Et fn plus 2 valant fn plus 1 plus fn, cette somme vaut la somme pour n allant de 1 à l'infini de fn plus 1 sur 3 puissance n plus la somme pour n allant de 1 à l'infini de fn sur 3 puissance n.
Et je vais m'intéresser aux deux termes de cette somme. La somme pour n allant de 1 à l'infini de fn plus 1 sur 3 puissance n, eh bien c'est f2 sur 3 puissance 1 plus la somme pour n allant de 2 à l'infini de f n plus 1 sur 3 puissance n. Et somme pour n allant de 1 à l'infini de fn sur 3 puissance n, c'est f1 sur 3 plus f2 sur 3 au carré plus la somme pour n allant de 3 à l'infini de fn sur 3 puissance n. Ainsi, S est égal à 1 tiers, f2 sur 3 puissance 1, plus la somme pour n allant de 2 à l'infini de fn plus 1 sur 3 puissance n, que je vais écrire somme pour n allant de 1 à l'infini de fn plus 2 sur 3 puissance n plus 1. J'ai simplement effectué une translation d'indices. f1 valant 0, f2 valant 1, f1 sur 3 plus f2 sur 3 au carré, c'est égal à 1 neuvième. Et avec le même genre de manipulation que ce que je viens de faire, la somme pour n allant de 3 à l'infini de fn sur 3 puissance n est égale à la somme pour n allant de 1 à l'infini de f n plus 2 sur 3 puissance n plus 2. S est donc égal à 1 tiers, plus 1 tiers de la somme pour n allant de 1 à l'infini de fn plus 2 sur 3 puissance n, plus 1 neuvième, plus 1 neuvième de la somme pour n allant de 1 à l'infini de f n plus 2 sur 3 puissance n. Ainsi, S est égal à 1 tiers, plus 1 tiers de S, plus 1 neuvième, plus 1 neuvième de S. 1 tiers plus 1 neuvième, c'est 4 neuvièmes. Donc S est égal à 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes de S. Ça, c'est une petite équation du premier degré, une inconnue. S moins 4 neuvièmes de S est égal à 4 neuvièmes nous donne que 5 neuvièmes de S est égal à 4 neuvièmes. Autrement dit, S est égal à 4 cinquièmes. Ce qu'on cherche à calculer depuis le départ est donc égal à S moins 1,5, c'est-à-dire 4 cinquièmes moins 1,5. Conclusion, la somme pour n allant de 1 à l'infini de la somme pour i allant de 1 à n de fi sur 3 puissance n est égale à 3 dixièmes. Et rien de tel qu'une petite vérification grâce à Julia. Là, on va regarder un petit peu de quoi Julia est capable. On va la pousser un peu dans ses retranchements. Pour commencer, je vais créer une variable borne que j'initialise à 100. C'est-à-dire que là, je vais commencer par sommer les 100 premiers termes. F, la suite de Fibonacci, je la fais entrer dans une liste que j'appelle petit f. Big int 0, ça signifie que f1 est égal à 0. Et à sa droite, big int 1 signifie que f2 aura la valeur 1, mais que ce seront de grands entiers. Parce que là, on va voir qu'avec Fibonacci, la suite tend rapidement vers plus l'infini. Et je crée les éléments de la liste en les remplissant à l'aide de la fonction push, point d'exclamation. C'est-à-dire que là, je vais injecter par la droite la valeur f de i-2 plus f de i-1. Les valeurs des deux cases qui sont à gauche. Puis, je vais créer une nouvelle liste S que j'initialise avec big int 0. Parce que là aussi, si je passe pas par big int, je vais vite dépasser les capacités des entiers dans Julia. Et donc, pour k allant de 2 à borne, de 2 à 100 ici, je vais alimenter la liste S avec somme f1 de point k, c'est-à-dire la somme des éléments de f allant de f1 à fk. Puis je crée une variable déno comme dénominateur que j'initialise à big int 3. Pareil, 3 puissance n, ça va vite tendre vers plus l'infini. Puis une variable co comme quotient que j'initialise avec big int 0 sur big int 3. Et pour j allant de 2 à borne, pareil, push, point d'exclamation, co, c'est-à-dire la liste quotient, et cette liste, je l'alimente avec s de j sur déno puissance j, c'est-à-dire la somme de 1 à j divisé par 3 puissance j. Puis je termine en créant la variable somme qui vaudra
somme float 64 Q pour Q pris dans la liste Co. Bon, vous allez me dire, jusque-là, rien de nouveau. On obtient simplement que la limite, effectivement, a l'air d'être 3/10. Mais quand je disais que Julia, je voulais savoir ce qu'elle pouvait donner, je vais utiliser une précision des nombres qui est donnée par BigFloat 256. Et pour ça, j'utilise la fonction setPrécision. Ça signifie tout simplement que les nombres, je ne vais pas utiliser 64 bits, mais 256. Pour le reste, c'est tout pareil. Je vais demander d'afficher ce que contient f. Et effectivement, ce sont quand même des entiers qui sont plutôt grands, mais ce qui va être intéressant, c'est ce qui va venir. La somme maintenant. Si je demande d'afficher la somme, j'obtiens là encore des nombres assez conséquents. Ensuite, deno. Je l'initialise avec begin3, co avec begin0 sur begin3, et j'alimente la liste co. Mais si je demande d'afficher la liste, j'obtiens des fractions là qui sont quand même pas mal. Hein. Et la somme précise, eh bien il va valoir somme bigfloat de q pour q pris dans la liste co. Là, on voit que c'est pas 0,3, mais 0,2999, etc. Combien de chiffres après la virgule? Eh bien, regardons. Pour le savoir, je vais transformer le nombre en chaîne de caractères avec la fonction string. Ensuite, la variable .index qui va me dire où se trouve le point. Le point se trouve effectivement en deuxième position. Et combien y a-t-il de chiffres après la virgule? Eh bien, je crée une variable decimal digit qui va effectuer la différence length str, la longueur de la chaîne, moins 2, qui sont les deux premiers éléments de la chaîne. Et là, j'obtiens qu'il y a 79 chiffres après la virgule, ce qui est déjà pas mal. Mais là, vous allez voir, au lieu de 256, carrément 2048, qui, je le rappelle, est 2 puissance 11. Donc, je fais tourner le programme rapidement, vous savez tout ce qui se passe, et waouh! Le nombre qu'on obtient là, c'est quand même quelque chose d'autre. Il y a 618 chiffres après la virgule. Pas mal, non?